toutes, ici Martin Paquette, votre professeur dans le cours Francophonie nord-américaine, État des lieux. Eh bien, cette semaine, nous quittons le centre des prairies canadiennes, la Saskatchewan, pour se rendre au contrefort des Rocheuses, la province voisine, celle de l'Alberta. La Saskatchewan et l'Alberta ont des histoires et une géographie relativement communes, mais aussi des éléments qui les distinguent nettement. Et leur communauté francophone, à leur image des provinces, ont des éléments en commun, mais aussi des éléments qui les distinguent. Ces deux provinces ont des histoires et des géographies qui sont relativement communes, avec des éléments qui les distinguent. Leurs communautés francophones ont également des éléments qui sont communs, mais aussi qui les distinguent. Premier élément commun, c'est celui de l'emplacement, de l'établissement de ces communautés francophones. Eh bien, dans la foulée, justement, des voyageurs canadiens-français qui, au moment de la terre de Rupert, avant les années 1869, qui s'établissent justement le long des rivières Saskatchewan, Battleford et la rivière Bord, ces Canadiens-français vont se marier avec les populations autochtones, vont créer entre autres le peuple métis, mais plusieurs aussi vont s'établir également pour vivre de l'agriculture. Au début du 20e siècle, ces Canadiens français vont être joints par d'autres communautés, des Français et des Belges. En Alberta, on les retrouvera généralement dans le sud de la province. Les Canadiens français s'installent plus au nord, s'installent dans la région de Leduc, et plus au sud de Calgary, on retrouvera justement ces établissements français et belges. Cependant, la distinction apparaît assez rapidement. À l'instar de plusieurs provinces canadiennes, l'Alberta, dans les années 1960, devient une réalité urbaine. 81% des Albertains vivent en ville. Seulement 19% vivent à la campagne. Il y a 4 millions d'habitants selon le recensement de 2016. Donc, de ces 4 millions d'habitants, ces gens vivent en grande partie dans les régions de Calgary, évidemment la principale ville, la métropole, mais aussi de la capitale, Edmonton. C'est différent de la Saskatchewan, où encore la réalité est encore surtout rurale. Donc, distinction importante à la fois pour cette réalité-là. Et c'était aussi le cas de la réalité franco-albertaine. Les franco-albertains vivent en ville. Il y a environ 264 000 habitants qui parlent le français, qui ont une connaissance usuelle du français, des franco-albertains. Donc, c'est à peu près 2% de la population de l'ensemble de la province. Eh bien, ces gens vivent surtout dans la région d'Edmonton. On les retrouve en grande partie dans ce coin-là, ou encore plus au sud. La réalité, et c'est une réalité aussi qui dépend des mouvements migratoires. Il y a deux types de mouvements migratoires à retenir ici, à partir des années 1960. Le premier mouvement migratoire, c'est le mouvement migratoire interne au Canada. Donc, étant donné le développement de l'industrie pétrolière en Alberta, plusieurs Québécois, plusieurs Franco-Ontariens, plusieurs Acadiens vont donc quitter justement leur province d'origine pour venir s'installer en Alberta, entre autres travailler dans le domaine des sables bitumineux, dans le coin de Fort McMurray. Donc, migration interne canadienne en tant que telle, mais aussi une migration internationale qui devient de plus en plus importante, étant donné le développement des centres financiers et le développement universitaire. C'est entre autres le cas de ces populations immigrantes qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Sénégal, de République démocratique du Congo, du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui vont venir s'installer dans les centres franco-albertains. Donc, vous voyez ici, c'est une communauté qui est en mouvement. Une communauté qui est en mouvement dans un contexte politique très particulier. En effet, depuis la création de la province de l'Alberta en 1905, seulement 6 partis politiques ont occupé les sièges du pouvoir à Edmonton. Et ça, normalement, pour de longues périodes de temps, si on parle de dynastie politique ici. Donc, une dynastie particulièrement importante commence en 1935 jusqu'en 1971, c'est celle du Crédit social. Le Crédit social, c'est un parti populiste, un parti qui est à droite, qui est conservateur point de vue fiscal et aussi conservateur point de vue
morales, les éléments sociaux qui sont particulièrement importants. Et c'est à l'image d'une grande partie de la population albertaine qui se réclame d'une foi religieuse importante, plusieurs d'entre eux sont fondamentalistes, protestants. Donc, il y a une réalité dans laquelle, justement, les représentants politiques représentent bien, justement, l'ensemble de cette population. Donc, de 1935 à 1971, le Crédit social avec William Bible Bill Eberhard, pour commencer, et ensuite Ernest Manning, le père de Preston Manning, celui qui va être, entre autres, le chef du Reform Party, parti qu'on retrouvera au fédéral dans les années 1990-2000, eh bien, cette dynastie-là va contrôler en grande partie l'Alberta jusqu'en 1971. Ensuite, c'est celle du Parti progressiste conservateur qui commence avec Peter Lougheed en tant que tel et qui vont se prolonger de 1971 jusqu'en 2015. Donc, constamment, vous allez retrouver des premiers ministres progressistes conservateurs. Une seule exception en 2015, c'est l'élection des néo-démocrates avec Rachel Notley qui va prendre le pouvoir de 2015 à 2019. Et désormais, c'est un nouveau parti politique, le Parti conservateur uni de Jason Kenney, qui a le pouvoir. Donc, cette réalité est importante. Lorsque vous avez des partis politiques qui prennent le pouvoir pendant longtemps, qui sont des dynasties, ce sont des partis qui sont stables et ils n'ont pas besoin nécessairement de faire des transactions pour gagner le pouvoir. Ils les restent longtemps au pouvoir. Et quand vous faites partie d'une minorité, comme c'est le cas des Franco-Albertains, eh bien, votre rapport à l'État provincial est beaucoup plus difficile. Il est difficile dès lors de faire des gains du point de vue politique. Et cette réalité, elle est présente en Alberta francophone. Je vais vous dire un autre élément. Il y a des éléments qui sont communs entre la Saskatchewan et l'Alberta. Eh bien, la semaine dernière, nous avons parlé du père André Mercure qui avait contesté une contravention concernant le fait qu'elle soit uniquement écrite en anglais. La Saskatchewan, comme l'Alberta, était partie prenante justement de cette contestation judiciaire. Donc, le père Mercure, lorsqu'il poursuit, c'est pour le bilinguisme de ces deux provinces. Et lorsque le jugement de la Cour suprême est rendu en 1988, reconnaissant le bilinguisme dans ces provinces, eh bien, la Saskatchewan et aussi l'Alberta vont donc demander justement invoquer la cause dérogatoire et se soustraire au jugement de la Cour suprême. Donc, un élément particulièrement important ici, à partir de 1988, il y a donc une loi linguistique qui est présente en Alberta et cette loi explique que l'anglais est la seule langue officielle. Cette loi va être contestée encore une fois à la suite d'une contravention. Un camionneur québécois, Gilles Caron, commet une infraction avec son camion, la police l'arrête, on lui donne une contravention en anglais, il poursuit à ce moment la province en indiquant bien qu'au moment de la terre de Rupert, donc avant que la compagnie de la baie d'Hudson cède ses territoires au Dominion du Canada, donc avant 1869, eh bien, la terre de Rupert reconnaissait le bilinguisme et que cette loi, cette reconnaissance-là, n'était pas abrogée. Donc, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême du Canada et en 2015, le jugement est tombé, établissant le statu quo. La province demeure donc unilingue anglaise. Mais en 2017, le gouvernement de Rachel Notley va reconnaître une politique justement à l'usage des francophones, là où le nombre le justifie, ils auront droit à des services provinciaux qui concernent leur langue. Donc, vous voyez, la francophonie franco-albertaine est une francophonie qui est plurielle, qui a des enjeux particuliers, qui a des défis particuliers du fait justement qu'elle se renouvelle à la fois du point de vue interne et externe. Le fait aussi de son rapport avec le politique, avec l'État provincial, est un rapport minoritaire. On le voit entre autres actuellement avec toutes les péripéties concernant la seule institution postsecondaire en français en Alberta, le campus Saint-Jean, la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta,
ou que son financement et son existence est remise en cause justement à la suite des coupures imposées par le gouvernement de Jason Kenney à l'enseignement postsecondaire. Donc, vous voyez ici, c'est une réaction dont les Franco-Albertains vont chercher d'avoir des appuis de l'extérieur, entre autres auprès de l'État fédéral, entre autres auprès d'organisations comme la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Le président actuel, Jean Johnson, est d'ailleurs un Franco-Albertain. Donc, on cherche des appuis un peu partout pour pouvoir établir un rapport de force qui soit favorable aux Franco-Albertains. Donc, francophonie qui a des promesses d'avenir, mais aussi des défis difficiles à surmonter.